Dans les autres enjeux dont on a parlé, un enjeu qui est aussi très structurel, c'est celui des changements climatiques. On le sait, ça demande, on veut repenser nos façons de faire. On parle, par exemple, d'économie circulaire, on parle plutôt que linéaire, on parle de nouveaux indicateurs aussi pour mesurer le succès, pour mesurer la croissance, pour nous aider à mieux s'y retrouver. Annie Chaloux est avec nous. Annie est professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et directrice du Climatoscope, qui est une revue de vulgarisation et de transfert de connaissances scientifiques sur les changements climatiques. Annie, merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, à vous la parole. Puis comme j'ai fait avec vos collègues, je vais, comme parfois, aller poser quelques questions, mais je vous laisse partir. Pas de problème. Donc, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. En fait, la question climatique est probablement une des questions les plus complexes qu'on aura à répondre dans le présent siècle. Et ce que je pourrais dire, c'est que les 10-15 dernières années au Canada ont illustré toute la complexité de gérer l'action publique au Canada, que ce soit au niveau de l'opinion publique canadienne qui est extrêmement clivée, l'ambiguïté aussi des compétences constitutionnelles au Canada, entre qui fait quoi, qui peut faire quoi, jusqu'où on peut aller, mais aussi tous les débats, bien sûr, entre environnement et économie. Ça s'est répercuté notamment avec les dossiers de l'éoduc. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fameuses ressources naturelles? La tarification carbone, qui est un autre bel exemple aussi de ce débat-là au niveau environnemental. Et nous, avec une équipe de chercheurs, ça a fait en sorte qu'on s'est beaucoup questionné sur les problèmes environnementaux au Canada parce que très souvent, les décisions politiques nous ont paru comme étant incomplètes, comme étant insatisfaisantes, voire même, dans certains cas, incohérentes au Canada. Et donc, il y a un peu plus d'un an, on a fait paraître un ouvrage collectif où on se questionne justement sur la gouvernabilité climatique au Canada et ça nous a permis de se poser la question, finalement, est-ce que le Canada est ingouvernable structurellement, politiquement? Est-ce qu'il est incapable simplement de répondre aux questions environnementales et climatiques? Et donc, sans avoir la prétention aujourd'hui de répondre complètement à cette question-là, bien, moi, je vous propose pour cette présentation-ci quelques pistes de réflexion entourant cette fameuse question de la gouvernabilité climatique au Canada. Et donc, première question, je pense qu'il est important de répondre ici, c'est pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on ne parvient pas au Canada à développer des politiques climatiques qui soient ambitieuses et cohérentes au Canada? Première réponse, en fait, c'est bien sûr l'enjeu en lui-même, parce que l'enjeu des changements climatiques est un enjeu d'abord d'une extrême complexité. La pollution, elle est transfrontière. On ne peut pas l'arrêter à la limite d'une ville, d'une province du Canada ou à l'échelle internationale. Mais aussi, les changements climatiques, c'est un enjeu qui est, on va dire qu'il est intermestique, c'est-à-dire qu'il est à la fois local et international. Donc, il y a des dimensions et des sources de pollution qui sont très localisées, localisables, les conséquences sont globales, et inversement, l'agrégation des émissions de gaz à effet de serre a des répercussions à l'échelle locale, ce qui fait qu'on a toujours une nécessité de répondre à tous les niveaux de la gouverne et que tous les acteurs, si on veut atteindre un optimum, finalement, dans la lutte au changement climatique, doivent contribuer, doivent mettre l'épaule à la roue. Deuxième élément au Canada qui rend la question pertinente, c'est notre structure constitutionnelle. Oui. Parce qu'au Canada, on est dans un fédéralisme environnemental qui est extrêmement décentralisé, où qu'il y a très, très peu de mécanismes de coordination au Canada sur les questions environnementales. Et chaque acteur, et dans ce cas-ci, chaque province, ont une très, très grande autonomie pour gérer ou non les questions climatiques. Et aussi, bien, les compétences environnementales au Canada sont extrêmement fragmentées. Le fédéral dispose de certaines compétences qui, historiquement, étaient considérées comme étant beaucoup plus diffuses, quoique le jugement de la Cour suprême a changé quelque chose, je vais y revenir tout à l'heure. Mais les provinces disposent aussi de beaucoup de compétences extrêmement importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en transport, en aménagement du territoire, en gestion des ressources naturelles, bien évidemment, pétrole, hydroélectricité, sont importantes. Est-ce qu'on pourrait rajouter, parce que évidemment, bon, les municipalités font quelque part partie des provinces, mais les municipalités aussi ont maintenant des responsabilités importantes. Elles ont toujours eu des responsabilités importantes, effectivement, quoique souvent, puis ça c'est un des éléments de conclusion que je reviens, c'est le fait que les municipalités ont des responsabilités, ont une possibilité de répondre adéquatement tant à l'atténuation des émissions
qu'à l'adaptation au changement climatique, mais très souvent, n'ont pas les ressources pour le C'est ça, faire. parce qu'il y a la proximité, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens pour faire tous les changements. L'analogie qu'on dit très souvent au niveau environnemental, c'est que dans le fédéralisme canadien, c'est que le fédéral a l'argent, les provinces ont les compétences et les villes ont les problèmes. Tu sais, ça vous donne un peu cette idée de comment... On va retenir ça pour la journée. Effectivement. Et aussi, bien, le troisième élément, c'est bien sûr les disparités régionales. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences constitutionnelles, bien, les provinces canadiennes ont des dotations très différentes en ressources naturelles. On peut penser aux provinces des prairies qui sont très riches en hydrocarbures, le Québec avec les énergies, l'hydroélectricité, mais aussi géographiquement, on n'a pas les mêmes problèmes climatiques. C'est-à-dire que les régions côtières vivent des enjeux que les régions des prairies ne vivent pas, ce qui fait en sorte que ça devient très, très difficile de développer des politiques uniformes au Canada. Et l'autre enjeu, bien sûr, qui est quelque peu sous-tendu par les ressources naturelles, mais aussi les particularités territoriales, vient le clivage politique. On a un clivage politique très important au Canada sur les questions climatiques et ça contribue aussi à un défi de gouvernabilité au Canada. Ces éléments-là me permettent d'arriver avec 3 dynamiques peut-être importantes pour comprendre cette question de gouvernabilité. Comment ça se traduit finalement? C'est que d'abord, je vous ai parlé de la fragmentation des provinces. Et ça a un impact important parce que comme les provinces sont très autonomes, peuvent agir en silo et qu'en plus, on a des disparités régionales importantes, fait en sorte que c'est très difficile de faire essaimer, de diffuser une bonne pratique en politique climatique au Canada. Le plus bel exemple, c'est bien sûr tout ce qui concerne le marché de carbone au Québec, qui a eu une difficulté très importante. L'Ontario s'y est joint pendant un très bref instant. C'est l'espace d'un moment, comme on dit. Effectivement, l'espace d'un moment. Et pourtant, cette politique-là aurait pu essaimer à travers le pays. Et on a donc cette difficulté-là parce qu'en plus, on n'a pas ces forums-là constants qui font en sorte que les provinces peuvent partager entre elles leurs bonnes pratiques. Deuxième élément, c'est aussi, c'est encore une fois relié à cette faiblesse des mécanismes de coordination, c'est le fait que c'est très difficile au Canada de développer des politiques pan-canadiennes en changement climatique parce qu'on n'a pas ces mécanismes-là. Ce qui fait que quand les provinces se rencontrent avec le fédéral, on est très souvent dans la logique du plus petit dénominateur commun parce qu'on cherche un consensus. Tout à fait. C'est le cas au Conseil de la Fédération, quand il y a des rencontres où on parle d'environnement, c'est souvent le fruit d'un communiqué où on a beaucoup de bonne volonté. Exactement. Et en plus, s'ajoute le fait qu'il y a une absence de contrainte, étant donné qu'il n'y a pas ces mécanismes-là qui rehaussent vers le haut. Donc, les provinces peuvent s'entendre, mais encore faut-il que les provinces mettent en œuvre. Oui. Et si elles ne mettent pas en œuvre, bien, il y a très peu de mécanismes qui les obligent à faire quoi que ce soit. Et donc, ce que ça fait, c'est que dans les dernières années, dans les 10, 15, 20 dernières années, on a assisté pratiquement à une paralysie du développement des politiques pan-canadiennes. À l'exception de la tarification carbone, je pense qu'il a donné un élan et le jugement de la Cour suprême est venu renforcer cet élément-là. Mais on dirait aussi que c'était géométrie variable, parce qu'en parlant de la bourse, par exemple, du carbone, le Québec avait pris de l'avance. Alors, il y a des provinces qui sont... vous avez parlé des meilleures pratiques. On ne partage pas nécessairement... On ne s'entend pas sur les meilleures pratiques, en fait, mais il y a des provinces qui sont quand même bonnes élèves, non? Oui, il y a des provinces qui sont très bonnes élèves et c'est ce que le cadre pan-canadien vient faire. C'est un peu les éléments que je veux revenir avec vous. D'abord, historiquement, on ne disait pas clairement une ingouvernabilité. Hein, c'est un terme qui est fort, mais c'est un terme qui nous permet de réfléchir. Parce qu'il y a des nœuds. Il y a des nœuds, effectivement. Mais le jugement de la Cour suprême de mars dernier est vraiment un jugement qu'on pourrait pratiquement considérer comme fondateur au niveau du fédéralisme environnemental parce qu'il vient dire que le fédéral, finalement, on n'est plus obligé d'attendre le plus petit dénominateur commun. On a le droit et on a même le devoir. Hein. Le jugement va assez loin dans ce qu'il donne comme pouvoir au fédéral en disant « Vous avez le droit de fixer des normes planchers qui peuvent être plus hautes que ce que certaines provinces souhaitent. Vous devez quand même respecter les compétences des provinces. » Et c'est ce que la tarification carbone faisait en reconnaissant le marché du carbone québécois, mais en obligeant certains paramètres minimaux. Donc, ça vient renforcer cette idée-là pour que si on veut être considéré crédible aussi sur la scène internationale, mais le Canada ne doit pas juste faire des bonnes promesses puis après dire « oui, mais je ne suis pas capable de le faire chez moi ». Il a désormais la capacité de le faire. Donc, ça peut renforcer et créer un nouvel élan de concertation qui est très important au niveau des changements climatiques et ce qui me rend un peu plus optimiste que quand on avait écrit notre livre il y a un peu plus d'1 an. Par contre, l'autre élément, et ça revient un peu à ce que vous avez dit, c'est que
il reste qu'on est dans un contexte de fédéralisme. Il faut quand même continuer à respecter l'ensemble des acteurs, que ce soit les villes, les gouvernements des provinces et le fédéral, et qu'on doit continuer à avoir cette logique de gouvernance à paliers multiples où tout le monde collabore ensemble. Et les villes, c'est là où elles ont un rôle le plus important, c'est que désormais, les villes comprennent à quel point elles sont impactées par les changements climatiques. En même temps, elles sont souvent assujetties, par exemple dans le cas du Québec, à des systèmes où c'est les taxes foncières qui génèrent le revenu. Effectivement, donc à très court terme, elles ont un intérêt qui va à l'encontre de la protection de l'environnement, mais que si on leur donne les ressources nécessaires, elles peuvent devenir des moteurs de changement et de transformation dans la lutte au changement climatique. On voit aussi quand même des municipalités qui se conscientisent de plus en plus. Donc, dans la densification, on parle des TOD, on parle de tout ça. Donc, déjà, dans l'urbanisme, on sent que les municipalités ont une plus grande sensibilité, mais c'est vrai que l'étalement urbain, s'assurer que tout le territoire est occupé avec la meilleure qualité d'infrastructure qui rapporte beaucoup de taxes foncières, c'est un incitatif. Oui, tout à fait. Puis, c'est ce qui est un peu dommage avec ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est-à-dire qu'on était arrivé à un point où je pense que il y avait un momentum pour lutter contre les changements climatiques et malheureusement, avec l'avènement du télétravail, avec le confinement, ça fait en sorte que les gens ont un peu ce retour-là vers la distance, finalement, et vers l'étalement urbain à nouveau. Donc, c'est un défi qui est d'autant plus important sur comment on aménage différemment pour que les villes soient quand même densifiées, qu'il y ait quand même des espaces verts, parce qu'il ne faut pas oublier que les espaces verts contribuent à diminuer les îlots de chaleur. C'est des poumons. Exactement. Et aussi pour s'adapter au changement climatique, plus on est étalé, plus ça devient difficile et moins on a de capacité. Donc, c'est toute une logique qui est très complexe. On a les moyens au Canada de le faire, mais c'est sûr que ça va venir avec un coût politique, peut-être. Un coût politique, je dirais, puis un coût... Il y a un coût financier. Et ça, tu sais, dans la soutenabilité des finances publiques, on parle de, tu sais, on a parlé de démographie, qui est un choc important. On a parlé de la santé, avec le vieillissement puis les maladies chroniques qui font que c'est un coût important. Il y a un coût aussi important d'accélérer le changement. Oui, effectivement, parce que ce qu'on oublie, c'est que lutter contre les changements climatiques va coûter très cher. Il faut pas se le cacher. Ceci étant dit, chaque dollar investi maintenant va contribuer de manière beaucoup plus substantielle à économiser plus tard. C'est qu'on le voit pas parce que, par exemple... On dirait que parce que c'est pas concret, on dirait que lors des campagnes électorales ou lors des budgets, on n'a pas l'impression que la population même est prête à mettre tous les moyens pour justement combattre ça parce que c'est pas là. Non, effectivement. Puis il y a deux choses. C'est difficile de mesurer, par exemple, une ville qui a su développer des approches pour résister aux inondations, mais si elle n'a pas d'inondation, c'est un non-événement. Hein? Donc, c'est très difficile d'y répondre. Et d'autre part, bien, au Canada, notamment avec la tarification carbone, on a désormais un outil financier extrêmement porteur pour éventuellement pouvoir diffuser cet argent-là à travers le pays dans des programmes d'infrastructure, par exemple. Donc, l'argent, parce qu'à chaque année, les recettes fiscales vont être appelées à augmenter. On parle d'augmentation de 10 $ la tonne annuellement, donc ça va aller extrêmement rapidement. Et que si le gouvernement choisissait pas simplement de le retourner aux contribuables, d'en retourner une partie, mais de reprendre une autre partie et de lutter contre les changements climatiques, on arrive dans une logique de double avantage et on accélère la transition. Parce qu'il faut le rappeler, hein, dans le reste du Canada, depuis que le fédéral a imposé la taxe sur le carbone, ça retourne aux citoyens. Au Québec, c'est pas le cas. Au Québec, c'est dans le fonds vert et on est supposé... On est supposé de réinvestir ça dans des mesures vertes qui vont accélérer la transition. L'autre élément, puis il nous reste peu de temps, mais je trouvais que c'était intéressant, vous l'avez abordé dès le départ, c'est cette opposition entre économie et environnement. Plutôt que de penser que d'avoir des pratiques durables, d'être en affaires de façon écologique, ça coûtait plus cher et c'était moins rentable. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est effectivement un mythe parce que historiquement, on n'a jamais intégré les véritables coûts de la dégradation environnementale. Et à partir du moment où on internalise les activités, bien, le coût de nos produits devient beaucoup plus dispendieux et dès lors, on fait des choix plus judicieux. Donc, si on accompagne mieux la population dans les différents choix qui sont faits, bien là, on se retrouve à avoir une logique de double avantage parce que on fait partie de notre environnement et quand on a sorti cette logique-là, bien, on a fait en sorte d'agir contre nature, finalement, et c'est la nature qui nous rattrape. Bien, ça revient aux maladies chroniques dont on parlait tantôt. Quand on investit en prévention, bien, normalement, il y a des non-événements qui font en sorte que quand on regarde le portrait global, c'est drôle, ça a coûté moins cher. Il y avait peut-être de l'optimisation là-dedans. Annie Chaloux,
Merci beaucoup pour ce portrait qui est, quant à moi, très clair sur les tensions, mais aussi peut-être les points de jonction qu'éventuellement on devra trouver dans nos façons de repenser l'économie et justement notre fiscalité, notre façon de voir les choses, parce qu'on n'a même pas parlé d'éco-fiscalité. Mais on va essayer d'en reparler dans les autres panels.